Très heureux de vous retrouver en compagnie de Guy Carlier, Emmanuel Galasso et Maxime Sénat. Salut les amis. On dirait une hôtesse de l'air qui donne les signes. Tu veux que j'aille mettre le de tailleur sécurité, oui. Bonsoir à tous, on est très heureux d'être là, de vous retrouver, bien sûr. Bonsoir à tous, c'est une très belle entrée en matière, Philippe. En forme, Maxime? Très en forme toujours, Les avec Girondins une de Bordeaux, qualification en 32e de finale. Magnifique. On jouera le Stade Rennais le 22 décembre à 14h. Voilà. Contre qui? Le Stade Rennais. Ça va être son prix, c'est de la Ligue 1 là, oui. Ah oui, Un match de deux équipes de Ligue 1, je vois pas pourquoi c'est exceptionnel. ça va être chaud, c'est bien. Ça va être très bien. Allez, au menu des vrais voix du foot, on va commencer par parler du PSG. Vous avez vu les deux matchs à Munich et à Nantes qui se sont soldés pour moi par deux désastres. Le PSG n'est même pas sûr d'être barragiste en Ligue des Champions. Alors, on veut dire nul contre Nantes, mais un Nantes qui était au fond du trou. Et on vous pose cette question. Nasser est-il responsable et coupable de la situation du PSG? Et pour le moment, vous dites oui à 82% sur Twitter. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Dans la seconde partie, on fera un bilan de la Ligue 1 après le choc entre l'OM et Monaco, qui s'est soldé par la victoire de l'OM 2-1 avec un penalty en fin de match. Enfin, un penalty justifié, rien à redire. Hein. Et pour vous, qui va atteindre le podium à la fin de saison? PSG, Monaco, Marseille, ou voyez d'autres outsiders? Lens, Lille, Nice, Lyon. Lyon, venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Dans la troisième partie, on retrouvera nos amis du But Football Club qui ont fait un long dossier sur l'arbitrage après le match Monaco-Benfica, où il y a à mon avis beaucoup à dire sur l'arbitrage de Monsieur Obrenovic, et sur Lyon-Nice en Ligue 1, où il y a aussi beaucoup à dire sur l'arbitrage de Monsieur De Chépy. Et on vous pose cette question sur Twitter. Ligue des Champions, Ligue 1, l'arbitrage est-il à la hauteur? Vous dites non à 80%. Venez encore et toujours réagir au 0826 300 300. Et enfin, on conclura avec un sujet lourd. On a frôlé le drame au stade Artemio Franchi de Florence dimanche soir lors du match entre la Fiorentina et l'Inter, avec l'arrêt cardiaque d'Eduardo Bové, 22 ans. Alors, il est toujours hospitalisé. Ses jours ne sont plus en danger. Il va mieux. Il parle. A priori, il n'y aura pas trop de séquelles, mais sa carrière est gravement en danger. Et on posera la question au docteur Roger Rouen, médecin du sport, si les cadences infernales expliquent la multiplication des problèmes, notamment cardiaques, des joueurs de football. Allez, c'est parti pour les vraies voix du foot. Sud Radio, les vraies voix du foot. Je suis malade, parfaitement malade. Oui, il fallait sortir du lama pour parler du PSG. C'était pas Bernard, c'était Serge. Puisque quand on voit les matchs contre le Bayern et contre Nantes, on peut dire, à mon avis, que le PSG est malade. Et est-ce que c'est de la faute de Nasser? Est-il responsable et coupable? Et pour le moment, vous dites oui à 80% sur Twitter. Qu'est-ce que tu en penses, Guy? Sur la responsabilité de Nasser? Sur la situation actuelle qui est pas brillante. D'abord, quand même. sur la situation, c'est difficile de dire si c'est la pire saison du PSG, puisqu'on est à mi-saison. Oui. Le bilan se fait par définition à la fin, puisque c'est les trophées qui décident de la valeur de la saison. Enfin, on les a jamais vus aussi mal en point début décembre en Ligue des Champions. Voilà, alors, il y a une nouvelle formule, c'est vrai, mais là... oui, d'accord, sauf la première année où ils sont pas sortis des phases de poule. Oui, mais l'année, ils n'ont pas été champions non plus, oui, c'est d'ailleurs. ça, absolument. Et Comboré, Ancelotti. 2011. Mais voilà, Après, on a viré Comboiré pour mettre Ancelotti. Non, mais donc pour moi, ça, c'est un peu difficile. Mais ce qui me gêne, c'est que ce qui est dramatique, c'est qu'on a l'impression qu'il y a une déliquescence du club. Et j'ai vu ce matin un article dans l'Équipe qui annonce qu'une espèce de... Enfin, que le vestiaire ne vit pas bien, comme on dit, pour le coup. On le comprend. Et c'est-à-dire que là, si les joueurs commencent à lâcher Luis Enrique, ça va être dramatique et on va à la catastrophe. Donc, je vois pas beaucoup de lueur d'espoir. Donc, pour répondre à la question, oui, la situation est grave et on a rarement vu à cette époque de l'année un PSG en si mauvaise position. Je réponds oui, bien que
on ne sait pas ce qui se passera en fin de saison. On fera les comptes à la fin, comme on dit, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Expression chère à Michel Platini d'ailleurs. Est-ce que c'est la pire saison du PSG depuis le rachat par QSI, Emmanuel? Alors moi j'ai un souvenir bien plus dramatique de la période Pochettino, parce qu'il se trouve qu'il y avait des stars au sein de cette équipe, on en attendait beaucoup, et là quelque part la manière dont ça a été vendu, ce nouveau projet PSG avec Luis Enrique à la tête, c'est un projet beaucoup moins ambitieux. Donc si on s'en tient purement au terrain, pour moi ça se vaut, mais la déception était plus grande à l'époque de Pochettino parce que la promesse n'était pas la même. Oui, donc, mais et on s'ennuyait Avec et on avait Pochettino, l'impression que rien ne pouvait dissiper cet ennui et que Pochettino était incapable de donner une âme. Ça, c'était terrible. Au moins, voilà, Luis Enrique une passion. Et puis les joueurs sont plus attachants, ils se battent. Enfin voilà, on peut leur reconnaître des qualités qu'il n'y avait pas à l'époque. Et le côté star de l'époque rajoutait du désamour vis-à-vis Vous du vous ennuyez public. pas avec Luis Enrique? Moi, je m'enquiquine en voyant les matchs du PSG. Contre Munich, c'était une purge. Contre Nantes, c'était une purge. Contre Nantes, c'est absolument hallucinant. Tu joues une équipe qui est à la cave. Attends, ils ont fait plus de 1000 passes et ils ont eu 84% de possession de ballon. Marqué un seul but contre une équipe comme Nantes, c'est inquiétant. Ils ont joué au handball, quoi. Oui. Donc c'est vrai que c'est chiant. S'il n'y a pas de but au bout, c'est d'un ennui. En fait, je suis d'accord avec vous, c'est chiant, c'est le cas de le dire, mais il faut se souvenir qu'à l'époque de Pochettino, il y avait absolument rien qui était mis en place. C'était on donne tout aux trois de devant et démerdez-vous. Donc en fait, moi je suis pas du tout emballé pour répondre à ta question, Max, par le foot proposé par Pochettino. Mais quelque part, il y a un minimum, voire beaucoup de travail qui est fait, qui est pas efficace. Mais à l'époque de Pochettino, moi, c'était presque du foutage de gueule. Je disais, le gars, en fait, il mise tout sur les 3 stars, il fait même pas semblant, quoi. C'est juste là où je mets on s'ennuie de façon différente. Voilà. Et il y a de quoi être plus en colère à l'époque Pochettino, parce que quand tu vois Messi qui arrive en touriste, en marchant, les petites femmes de Pigalle, faut pas déconner, non. On reste avec Serge Laval. Tu sens bien. Je trouve que ce qui s'est passé avec Messi, juste une petite parenthèse, c'est du foutage, c'est un mépris total pour ce club. Absolument. C'est une insulte faite au club. On en parlera dans les responsabilités. Mais la responsabilité. Les responsabilités. On parle de Nasser est-il responsable et coupable? Vous dites oui à 80%. Est-ce que la gestion d'acheter des stars, on pense Messi, Neymar notamment, et qui n'en ont rien à foutre, il n'y a pas d'autre mot, du club, qui sont là pour prendre du pognon. Neymar qui a une vie, les flics qui débarquent pour les tapages. C'est différent, Messi et Neymar, c'est différent. Neymar a une vie dissolue, Verratti avait une vie dissolue, c'est vrai. Mais ils aimaient le club. Neymar, il a eu un problème avec Mbappé, ils ne pouvaient pas cohabiter tous les deux. Ça, c'était une erreur aussi. Mais la vie dissolue, c'est une faute professionnelle. Oui, on est d'accord. Les amis, vous êtes à la loupe déjà. Mais Messi est vraiment se foutait du monde, carrément. Ça, c'est clair. Mais Neymar, voilà, c'est les conséquences. Ça arrivait à Barcelone, ça arrive maintenant en Arabie Saoudite, c'est-à-dire les blessures, etc., liées à son hygiène de vie. Oui, Philippe, sur la question de la responsabilité, ça fait quelques semaines, quelques mois qu'on pointe du doigt Luis Enrique, on vient de le faire à l'instant, et beaucoup de médias le font. Là, on se pose la question, est-ce que c'est Nasser le coupable ? Mais moi, en fait, le péché, il remonte à beaucoup plus loin. Le péché originel, c'est le rachat en 2011 du PSG par le Tchèque Al-Thani, par l'émir du Qatar, qui en fait a fixé comme objectif principal, il faut s'en souvenir, à Nasser El-Khelaifi, de faire du PSG une marque qui s'exporte. D'ailleurs, si on revoit les interviews de l'époque de Nasser en 2011, il le dit clairement, c'est son objectif premier. Il parle après de passion, il parle aux supporters, mais c'est ça son objectif. Et je pense qu'il ne faut pas se tromper là-dessus depuis 13 ans. Si on fait le bilan des 13 ans du PSG... Bientôt 14, on est fin 2014, 2024. Sous la bannière du Qatar, il y a eu énormément de changements sportifs, choix de directeur sportif, choix d'entraîneur, star, pas star. Oui. Mais il y a une chose qui a jamais bougé, c'est la politique économique et qu'est-ce qu'ils en ont fait. Et c'est ce qu'on a demandé à Nasser El-Khelaifi. Donc nous, amoureux du foot, on peut se dire, c'est dommage, on attend plus d'un président, mais c'est ce qui a été fixé. Et juste pour finir un chiffre, il faut quand même le rappeler. Le PSG a été racheté 70 millions d'euros en 2011. Aujourd'hui, il est valorisé à 4 milliards d'euros. Donc d'un point de vue purement économique et sur ce sur quoi il est attendu, Nasser, c'est une réussite vis-à-vis de son patron, mais le football peut attendre autre chose de la part d'un président de club. Ceci dit, il y a eu des investissements qui ont coûté énormément de pognon aussi. Le retour sur investissement, je ne suis pas sûr qu'il soit aussi brillant. Ça doit être expert comptable. Pour répondre à Emmanuel, j'ai commencé la première phrase là-dessus, Nasser est coupable, parce que pour moi, c'est Nasser l'homme de main. Bien sûr. C'est ça, donc de l'émir. Parce que son objectif était de vendre des maillots en Chine. En gros, ça revient à ce que dit Emmanuel. Plutôt que de gagner des matchs. Je caricature. Mais il est évident qu'au début, c'était un intérêt
purement commercial, l'image du mec le du soft Qatar, power. etc. Oui. Et donc, voilà, l'illustration, j'en reviens à Messi, j'en veux vraiment, mais c'est l'aboutissement de cette politique-là. Et donc, après, il a changé de son fusil d'épaule, et maintenant, il en est à un point où le PSG a régressé, où il n'est plus dans le top 5 des clubs mondiaux, ou je ne sais pas s'il l'a déjà été, mais où il devient une équipe comme ça, Dans le top 10, entre 10 et 15. et avec une voilure réduite, avec plus de grands joueurs porteurs. Et si on prend, tu parlais, Philippe, des 14 ans de QSI à la tête du PSG, ça fait 14 ans que Manchester City a été racheté par les Émiratis d'Abu Dhabi. Abu Dhabi, oui. Et voilà ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire un club avec des trophées, un club surtout une victoire en Ligue des Champions, une finale de Ligue des Champions. Et avec une image hyper respecté dans le monde entier, alors que tout le monde se fout de la gueule. Je veux dire, Messi serait pas allé à City en touriste. Tu comprends ce que je veux dire? Donc là, les joueurs rigolent un peu, vont à Paris finir leur carrière, toucher des salaires mirobolants, et l'image est désastreuse. Mais quand on regarde l'argent dépensé pour certains joueurs, le prix de Kolo Muani, à l'époque, au début, Arsène Wenger avait dit on peut pas se battre à Arsenal avec le PSG en termes de transfert parce qu'il paye 2 fois plus cher un joueur qu'il ne vaut. Est-ce que la politique du chéquier, elle n'a pas montré ses limites? Elle a montré ses limites, et surtout, moi, ce que je reproche à cette politique, c'est que l'argent, et tu citais Guy, Manchester City, il y a énormément d'argent qui a été dépensé par Manchester City, mais avec Guardiola, en Guardiola et la philosophie de jeu de Guardiola en continuité là depuis 9 ans, quasiment 10 ans. Et le problème, c'est que pendant cette fameuse période Pochettino où il y avait des stars, on disait le PSG, c'est la République des joueurs. C'est les joueurs qui ont le pouvoir, et le pouvoir disparaît dès qu'on monte un petit peu dans les sphères. Et là, on s'est dit, on va enlever toutes les stars, et le pouvoir, on va le mettre à Luis Enrique. Donc en fait, on a l'impression qu'au PSG, le pouvoir ne peut pas être un petit peu dissolu et un petit peu réparti entre chaque strate. Et là, aujourd'hui, prolonger Enrique et ne pas prolonger Campos, parce que dans le même temps, faut le rappeler quand même, Campos et Enrique, qui sont tous les deux très liés, on a prolongé l'un et pas l'autre. Donc là, vraiment, Luis Enrique, aujourd'hui, est en position de force au PSG. Et pour moi, c'est un calcul qui est très dangereux. Il y a un mot que vous avez tous utilisé, c'est le mot projet. Je vais faire 2 comparaisons. On va aller un peu plus au sud de Manchester, à Chelsea. Il a fallu 10 ans à Abramovich pour gagner la Ligue des Champions après qu'il ait racheté Chelsea. Au bout de 14 ans, on ne voit pas le PSG gagner la Ligue des Champions cette saison. Je pense qu'on est tous d'accord. Est-ce qu'il y a encore un projet au PSG? Et si oui, quel est-il? Alors, Chelsea, c'est pas la même chose que Manchester City. On est bien d'accord. Chelsea, c'est presque une caricature. Ils se sont mis à acheter des joueurs. Ils ont 45 joueurs. Il a sorti 209 millions d'euros les 2 premières années. Abramovich de sa poche. Pour répondre à ta question sur le chéquier, pour le coup, là, oui, on peut dire que ça a montré. Mais ils reprêtent les joueurs. Enfin, c'est une espèce de mais ils ont gagné la Ligue des Champions au bout de 10 ans. Oui, ils ont gagné, mais je préfère vraiment le projet Manchester City qui est structuré, qui est sur la même période et qui a en plus, avec Guardiola, à PSG, tous les 2 ans, on change d'entraîneur. Bien sûr. Oui. On a changé d'entraîneur avec, quand Tuchel te dit, j'étais ministre des Affaires étrangères plutôt qu'entraîneur. C'est-à-dire qu'il devait gérer la grand-mère de Neymar qui cherchait un visa pour la France. Sans arrêt des problèmes diplomatiques, de vestiaire, de machin, de trucs. Voilà, on est Ancelotti, Emery, Tuchel, Pochettino, Galtier, Laurent Blanc, voilà, et Luis Enrique, tu vois. Et tout ça, on se demande. Et ils étaient premiers, ils étaient champions d'automne avec 10 points d'avance. Oui, avec Comboiré, exactement. Oui, t'as raison. Le projet, il en est où? Le projet, c'est un peu ce que je te disais, Philippe. Pour moi, le projet, il reste avant tout économique et sportivement. Là, ce qui moi m'intéressait au début avec l'idée Enrique, c'est de repartir sur une même logique que Guardiola et construire autour d'un entraîneur. Mais ce qui me fait peur, c'est que le fait qu'il y ait très peu de caractère dans cette équipe, j'ai l'impression que Luis Enrique devient un peu la caricature de lui-même, et son choix commence à devenir, le choix de mettre Luis Enrique commence à ressembler à un mauvais choix. Ce qui me déçoit un petit peu, et ce qui m'inquiète dans ce club, c'est qu'on a l'impression que quelque part, il n'est pas structuré pour être un grand club. Et Nasser, c'est un peu la toute-puissance. Une fois qu'on a dit que c'était le Tchèque Altani qui était le grand patron, c'est quand même Nasser sur place qui a la toute-puissance. Et je ne suis pas sûr qu'il soit très bien conseillé, parce que quand on voit les mêmes erreurs se répéter, et les erreurs stratégiques, c'est pas rassurant pour les domaines, la communication, le fair play financier, etc. Pour en revenir juste à Luis Enrique, je crois que là, il a fait une erreur, c'est
qu'il a humilié des joueurs. Ce qui s'est passé, par exemple, avec Dembélé, ce qui se passe avec Colomani, c'est incompréhensible. Oui. Ce jeu comme ça où tu fais rentrer Lee, où tu fais rentrer Asensio, tu fais rentrer, de but avant d'aller à Munich. Et tu laisses Colomani. Il joue à la console, en fait. Il y a quand même un problème de respect. Et ça passe. Si les résultats sont là, mais si les résultats sont pas là, ça devient ça coince. Allez, tout de suite, on va parler de la suite du classement du podium. Qu'est-ce que vous voyez finir sur le podium? Marseille et Monaco sont solidement ancrés, mais il y a quand même des prétendants. Il y a Lyon, il y a Lille, il y a Nice, il y a Lens. Allez, venez témoigner au 0826 300 300. Sud Radio. Retour des vraies voix du foot avec bien évidemment comme tous les mardis soirs Guy Carlier, Emmanuel Galasso et Maxime Sena. On a parlé du PSG qui est assez malade, mais il y a des clubs qui vont plutôt bien et qui peuvent viser le podium. Et on a notamment eu un beau match entre Marseille et Monaco dimanche soir, une victoire de l'OM 2-1. Et tiens, on a un supporter marseillais avec nous. Bonsoir Charles. Bonsoir Philippe David, bonsoir tout le monde, Guy Carlier, Emmanuel Galasso, Maxime Sena, bonsoir tout le monde. Bonsoir Charles. Mais vous n'avez pas la validation de votre accent marseillais. Comment pouvez-vous justifier Eh bien sachez mon cher Guy que je suis un supporter marseillais mais qui habite à Paris. Donc d'où l'accent. Bon bah écoutez, faites un effort et puis pensez à la pub Panzani. Oh Seigneur, ce ne sont que quelques putes. Bon, je vais essayer alors. D'accord. Sérieusement. Alors Charles, cette victoire contre Monaco qui a mis Marseille second à 2 buts de différence de but d'écart avec Monaco, est-ce qu'elle peut être un tournant dans la saison pour l'OM ? Oui, clairement. Ça a été un vrai soulagement après une série de 3 mauvais résultats à domicile. On sentait que l'OM avait vraiment du mal à exprimer son football à domicile, au Vélodrome. Et suite à cette petite mise au vert de 4 jours à l'initiative de Roberto De Zerbi, on a vu que ça pouvait fonctionner à domicile également. On enchaîne après une belle victoire à Lens. Donc ça peut être un vrai tournant au niveau comptable, oui. C'est intéressant que Charles commence tout de suite par parler du domicile extérieur, parce que c'est vrai, quand on les a vus gagner à Lens, on s'est dit waouh, quand même là, aller gagner à Lens, c'est dans la manière dont ça a été fait. Mais il y avait toujours cette question de à domicile, est-ce que ça va suivre? Parce que c'est vrai que c'est toujours c'est pile ou face. À l'extérieur, il y a une équipe, à domicile, il y en a une autre. Et là, quel test de recevoir Charles? Il y a la radio allumée, je pense. Oui, là, il y a la radio allumée, on a le Larsen. Donc, quel test de recevoir Monaco pour répondre à cette question de est-ce que Marseille est prêt à passer le cap à domicile? Et je trouve que ça a été d'ailleurs un très beau match, très sympa à suivre. Avec la deuxième mi-temps d'ailleurs. Oui, absolument. Moi, je l'ai trouvé pas mal. Je suis désolé de mettre un bémol, mais objectivement, j'ai pas appris grand-chose sur Marseille. Objectivement, ça s'est joué sur un coup de dé. Franchement. 2 erreurs de défense et un coup de dé. Pour moi, c'est pas vraiment une victoire construite sur un fond de jeu, et alors ça c'est objectivement. Subjectivement, je suis heureux pour Marseille, comme tout le monde, parce que Marseille c'est un club attachant, parce que quand vous voyez l'ambiance le dimanche soir au stade Vélodrome, ça donne vraiment du bonheur, quoi. C'est la joie du foot, et Marseille c'est ça. C'est un club vivant. On parlait de l'encéphalogramme plat du PSG. C'était l'équipe qui en parlait. Marseille c'est le contraire, quoi. C'est des battements de cœur, c'est toujours comme foot. Ça. Et c'est grâce à ça qu'à la dernière minute, à la 90 plus 12, ils arrivent à arracher le truc. Mais objectivement, j'ai pas vu là une équipe avec une qualité de jeu qui lui assure d'être seconde, par exemple, du championnat. C'est clair que si on voit les buts, c'est quand même 2 cadeaux de la défense, une erreur de Rongier, un mauvais dégagement de la tête, on va appeler ça comme ça pour l'égalisation marseillaise, et après un pénalty en fin de match, ça c'est une autre histoire. C'est vrai ce que disait Guy, on n'a pas appris grand-chose, mais est-ce que la principale force de Marseille, c'est que dans les 6 équipes du haut de classement, à part Lens et eux, je mets Nice qui est quasi éliminé et le PSG qui est quand même en danger, ils n'auront pas la force de ne pas avoir de plume à laisser en Coupe d'Europe, Charles. Oui, non, tout à fait. On a quand même senti que Monaco était fatigué, surtout après avoir joué à 30 minutes à 10 contre 11. Contre Benfica, tout à fait. Et Lille, c'est pareil, sauf que Lille reste invaincu depuis le 21 septembre, il me semble, donc presque 3 mois d'invincibilité. Donc malgré tout, les Lillois sont toujours là, ils prennent des points.
Moi, j'étais bien content de voir cette égalisation tardive à Montpellier dimanche. Donc voilà, il faut enchaîner, il faut enchaîner les victoires et puis espérer que derrière ça lâche un peu de points. Ouais, c'est vrai, Philippe, le comparatif que tu fais entre Marseille qui joue pas la Coupe d'Europe et les concurrents qui la jouent, c'était d'ailleurs quand on se posait la question en début de saison entre Marseille et Monaco, quelle équipe peut le plus concurrencer Paris ou en tout cas finir second, on mettait ça comme un atout du côté marseillais. Mais quand on regarde là, le top 6, toutes les équipes, Brest mis à part qui est un petit peu l'exception, qui vit mal la cohabitation Ligue des Champions, Ligue 1, toutes les équipes en fait, ce qui est historiquement pas le cas en France, on faisait tourner ou autre, il y a une très bonne gestion dans cette nouvelle formule de la Coupe d'Europe, du championnat et de la Coupe d'Europe où
Retour des vraies voix du foot avec ce trio qu'on adore, Guy Carlier, Emmanuel Galasso, Maxime Sana, et on est très heureux de retrouver notre ami Alexandre Corboz, rédacteur en chef du But Football Club. L'info du jour avec butfootballclub.fr. Salut Alexandre. Bonsoir à tous. Salut Alexandre. Alors Alexandre, on va dévoiler un secret, tu es lyonnais. C'est bien ça? Oui. Et on va écouter un son. Alors, c'est un ex-lyonnais qui maintenant est à Nice, Florian Maurice. Sud Radio, votre avis fait la différence. Merci à vous pour la qualité des débats et le pluralisme que vous apportez, qui fait un bien fou à notre démocratie. Sud Radio, parlons vrai. Et après, je vais faire celui qui va se plaindre auprès de l'arbitrage, mais j'estime qu'il y a certaines situations qui ont été très très mal jugées par l'arbitre, par la VAR et l'arbitre, puisqu'on lui a demandé de venir voir la VAR. Donc c'est une grosse déception. Parce que quand on siffle pas penalty sur Evan Guessant en deuxième mi-temps et qu'on siffle cette faute au préalable sur un joueur lyonnais de Rosario, je trouve ça tout simplement scandaleux. Moi je suis pas arbitre, moi je constate simplement que ce soir il y a eu un couac complet au niveau de l'arbitrage, ça je peux le vous dire. Ah non, derrière on peut pas dire qu'on ait été avantagé à ce niveau-là, mais bon oui il y a des erreurs d'arbitrage, mais ce soir moi je vais parler de ce soir, je vais pas parler de ce qui a été fait durant le week-end ou la semaine passée. Voilà, je trouve que ce soir les décisions ont été très très mauvaises. J'ai pas pour habitude de venir devant la presse pour m'exprimer et notamment parler de l'arbitrage parce que voilà, mais ce soir je trouve que ça a dépassé les bornes. Alors vous avez entendu Florian Maurice. Le But Football Club a beaucoup écrit sur l'arbitrage, notamment sur ce match. Alexandre Corboz, Monaco, après le match contre Benfica, a écrit à l'UEFA. Ça pose quand même question. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que l'arbitrage est au plus haut niveau, c'est-à-dire Ligue des Champions et Ligue 1? Alors, au niveau Ligue 1, on sait depuis des années qu'il est défaillant. Il n'y a rien qui change de ce point de vue-là. Ce qui change, c'est que maintenant, se plaindre est devenu un sport national. Là, je rappelle juste que la semaine précédente, Florian Maurice, c'est Daniel Congré, le nouveau coordinateur sportif de l'OL, qui s'est plaint de 2 pénaltys oubliés à Reims. Et puis, comme derrière, les arbitres sont assez faibles psychologiquement, et ben derrière, on en vient à ce genre de compensation. J'ai l'impression que toutes les semaines, en fait, c'est la même chose. En Ligue 2, c'est Maxime Lopez aussi qui s'est plaint après un match au PFC. Oui. Paris FC Annecy, absolument. Oui. Exactement. Mais en ce moment, c'est tous les matchs. De toute façon, on a 2 ou 3 débats sur l'arbitrage par semaine. Enfin, avec une différence, c'est qu'en Ligue 2, je le rappelle, il n'y a pas la VAR. Guy, tu veux réagir? Oui, l'arbitre, c'est de toute façon, par définition, c'est l'excuse quand ton équipe perd. Enfin, c'est la tentation. Et Florian Maurice parle de. Il est marrant parce que dans son plaidoyer, enfin son plaidoyer, non, son réquisitoire contre l'arbitre, il dit oui, l'an dernier, à la même époque, c'était la même chose. On était pénalisé par l'arbitrage, on en était au même point. Ça signifie, c'est pas moi, depuis qui suis recruteur à Nice, qui fout le club dans la merde. C'est-à-dire qu'il en profite pour faire passer un message personnel. Mais on le sait bien, l'arbitre, c'est, tu sais, il y a une pièce de Boris Vian où il y a un gars dans l'entrée où tout le monde, toute la famille, quand elle rentre du boulot, lui met des coups de poing pour se soulager de ses problèmes de la journée. L'arbitre, c'est ça. Les joueurs, les entraîneurs, tout le monde se défoule sur lui de ses propres fautes. Il n'empêche que l'arbitre fait des conneries. On a eu vraiment comment dirais-je, le verbatim de son échange avec la VAR. Je ne sais pas si vous l'avez vu, je vais vous le dire. Donc l'arbitre dit... Monsieur De Chépy, c'est ça? Voilà. La VAR dit que le gars ne joue jamais le ballon. Et qu'il déséquilibre l'autre. L'arbitre répond... C'est Caleta sur Guessant, c'est ça? Voilà. L'arbitre répond... Pour moi, j'en ai pas assez pour siffler pénaux. La VAR, c'est ta décision. Le gars, l'arbitre, de ce que je vois, il essaye de jouer le ballon. Il n'y a pas pénaux. Je vais rester sur pas pénaux. La VAR, ok, pas de problème. En fait, la VAR ne sert au bout du compte à rien, puisque c'est la décision, c'est l'arbitre qui prend toujours la décision finale. Il a le droit de se tromper. Du coup, on en revient à l'erreur humaine. Et là, le problème, c'est qu'il faudrait, on se flattait d'avoir les centres de formation les meilleurs au monde, il faudrait qu'on forme davantage des arbitres et qu'on ait les meilleurs centres de formation des arbitres au monde. Qu'est-ce que tu en penses? L'arbitrage pas au niveau?
L'arbitrage. Je me demande, en regardant 10 fois l'action, comment on peut ne pas siffler penalty pour Nice. Là, franchement, j'ai du mal à comprendre. Il y a 3 fautes majeures pour moi. J'ai l'impression d'être le professeur au conseil de classe, mais il y a 3 fautes majeures. C'est le but refusé à Nice suite à un accrochage qui est anecdotique. Au milieu de terrain, au bleu long du banc de touche. Donc là, il remonte le fil de l'action jusqu'au début sur un contact qui est anecdotique. Ensuite, il y a le but de Lacazette qui aurait dû être refusé parce qu'il fait clairement une poussette qui n'est pas refusée. Et il y a le penalty pour Nice. Donc là, on se dit, l'erreur est humaine. On a le droit de faire des erreurs. Dans le même sens. Voilà, il y a une tendance quand même qui se dessine. Une fois de plus, on n'accuse personne, on ne sous-entend rien. Mais à partir du moment où cet arbitre commet ces 3 erreurs qui sont, et ça c'est important de le dire, des erreurs manifestes. C'est-à-dire que c'est des erreurs qui annulent des buts ou qui amènent à des buts. À ce moment-là, le rôle de la VAR, il est très clair. Le rôle de la VAR, c'est d'avoir la tête froide et d'appliquer le règlement, de dire, écoute, nous on a les images sous les yeux. Là, tu as commis une erreur manifeste. Donc le premier but de Nice est accordé, le but de Lacazette est refusé, le penalty pour Nice est accordé. Donc en fait, si la VAR ne joue pas ce rôle de, on a un petit peu de recul, on a la tête froide et on applique le règlement, à quoi sert la VAR? Elle est consultative. Il faut que la VAR en fait ait le dernier mot, sinon elle n'a pas d'intérêt. Et Maxime a raison. Quand il fait le comparatif avec Maxime Lopez et la Ligue 2, il n'y a pas de VAR en Ligue 2. Mais comment c'est possible que dans un championnat où il n'y a pas de VAR et un championnat où il y ait la VAR, les mêmes erreurs soient commises? Le problème, c'est que les arbitres centraux sont pénalisés à chaque fois qu'ils consultent la VAR ou que la VAR les déjuge. Exactement. Et ça, il faut sortir de ce schéma-là. Il faut sortir de ce schéma-là. Qu'est-ce que tu en penses, Alexandre? C'est exactement ce que j'allais dire, c'est que les arbitres sont pénalisés dans leur notation si la VAR les déjuge. Donc s'ils n'ont pas la certitude absolue de s'être trompés, ils prennent pas le risque de perdre des points. Et je pense que là, moi je ne comprends pas comment on ne peut pas avoir la certitude absolue qu'il y a pénalty sur Guessant. Sur Guessant. Ah oui. Après, sur Rosario, moi perso, je considère qu'il y avait faute au départ là-dessus. Sur celle-là, c'est un peu comme Lens-Marseille où il y a c'est la même chose que Lens-Marseille. Ouais. Et comme l'arbitre qui est à la VAR ce dimanche peut être au centre le week-end d'après, forcément, il y a une solidarité chez tout le monde pour éviter de se faire dégrader la note à chaque fois. Tu as raison, Maxime. En fait, le problème de la VAR, c'est le côté humain. Et mine de rien, c'est des hommes qui parlent à des hommes. Ils peuvent être amis dans la vie. Avoir pris un verre la veille avec un tel, ne pas vouloir le pénaliser. Donc je pense que ce qu'il faut, c'est sortir de cette grille de notation et que le fait que la VAR déjuge l'arbitre ne soit pas pénalisant pour l'arbitre. Sinon, c'est sûr que l'arbitre aura toujours le dernier mot. Il ne faut pas que l'arbitre ait le dernier mot. Il faut que la VAR ait le dernier mot. Mais tu parlais de la Ligue 1 où on est d'accord qu'il y a des insuffisances arbitrales, mais quand tu vois en Ligue des Champions l'arbitrage de monsieur Obrenovic qui fait signe à un joueur de Monaco. Alors déjà, il y a une faute flagrante. Le capitaine de Monaco y va, carton jaune direct. Alors qu'il l'agresse pas et il est capitaine, il a le droit de lui parler. Il y a un joueur de Monaco qui discute, il lui fait signe comme on fait dans la cour de récré, ferme ta boîte à camembert. Vous voyez ce que je veux dire? Mais on est chez les dingues. Monaco a écrit à l'UEFA, mais moi je comprends même pas qu'un arbitre puisse se comporter comme ça, Alexandre. Oui, après, en Coupe d'Europe, j'ai envie de dire que c'est assez coutumier. Et notamment avec les arbitres des anciens pays de l'Est, si on prend plus généralement, où il y a souvent ce genre d'attitude un petit peu arrogante. Je me souviens qu'il y a quelques années aussi, il y avait eu un arbitre roumain qui était dans l'œil du cyclone pour ce genre d'attitude un peu irrespectueuse, qui avait parlé, il y avait une histoire de racisme par rapport à... c'était contre Başakşehir. C'était Paris PSG, Başakşehir, Istanbul. Voilà. Donc c'est pour ça que là-dessus, ça me surprend qu'à moitié. En même temps, l'UEFA, par définition, c'est tous les pays de l'UEFA, donc forcément des arbitres de tous les pays. Et puis des fois, on a un arbitrage un peu particulier quand on tombe sur des arbitres comme ça. Parfois, Monaco, il y a eu droit, c'est pas de chance pour eux. Je comprends leur courrier à l'UEFA, sans doute que l'arbitre sera pénalisé pour cette attitude. Mais voilà, ça c'est plus un épiphénomène. En Coupe d'Europe, on est vraiment sur des épiphénomènes en fonction des arbitres. Il n'y a pas que les pays de l'Est. Je me rappelle un arbitre allemand qui s'appelle Denis Aitekin lors du PSG Barça qui s'appelle la remontada. Oui, on peut remonter à la Mandata aussi. Oui, bien sûr, le football les arbitres du top 3, top 4 européens, généralement, qui font les Coupes du Monde et demi-finales, ou les finales, eux, ils n'ont jamais de problème, bizarrement. Donc il y a vraiment une vraie liste des arbitres quand même. Il y a le fond et la forme sur ce que disait Emmanuel. Ça a changé. C'était des attitudes, cette espèce d'arrogance comme ça des années 90. Là, c'est exceptionnel. C'est d'autant plus surprenant qu'il a eu ces gestes provocateurs envers les joueurs. Oui, ce qui ne se fait pas. Parce que moi, j'ai plutôt
une tendresse pour les arbitres. Parce que les gars, mais je me souviens la première fois où je suis arrivé dans un stade, gamin, j'ai entendu au chiotte l'arbitre. Oui, c'était juste pour le localiser. Hein. Quand t'es gamin, c'est tout de suite une révolte contre le pouvoir, l'ordre établi. L'arbitre représente ça. C'est pour ça que c'est un peu l'objet de nos ressentiments. L'exutoire, comme disait Michel Boutron. Voilà, c'est le chef de bureau, c'est l'inspecteur des impôts, c'est sa femme, tu vois, le gars. Bon, ça c'est. Et ils étaient en noir en plus à l'époque. C'est vrai. On les appelait les corbeaux. Les corbeaux. J'ai pas dit les corbeaux, j'ai dit les corbeaux, c'est vrai. Ils étaient plusieurs. Oui. Non, ce que je veux dire, c'est que voilà, ils étaient noirs comme ça, comme s'ils portaient le deuil d'un jeu qu'ils ne pouvaient pas pratiquer. C'est terrible d'être dans un match de foot, d'être au cœur d'un match de foot et de ne pas toucher le ballon. Voilà, c'était ma petite contribution à la une tolérance arbitrale. C'est marrant parce que le geste qu'il a fait aux joueurs en lui disant de se taire, c'est exactement le même geste que fait Maxime quand on parle les uns sur les autres. Donc il faudra qu'on fasse un débat. Le comportement de Maxime est-il acceptable dans cette émission? Mais non, mais pour répondre à ta question, Philippe, c'est vrai que et je suis totalement d'accord avec Guy, quand on a vu l'attitude de l'arbitre, on n'est plus du tout habitué à cette espèce d'ultra-autorité, de suffisance, de mépris. On n'est plus habitué à cette gestuelle et souvent on voit qu'aujourd'hui dans l'ultra-contrôle, que ce soit les joueurs ou les arbitres, la gestuelle est beaucoup travaillée parce qu'on ne peut pas entendre ce qu'ils disent, mais par contre quand on les voit faire des grands gestes, on peut imaginer un moment d'humeur, d'énervement ou autre. Et en effet, là on faisait le match juste avant qu'il fasse au moins preuve. Faut relativiser, c'est pas Tony Chaperon qui va tacler un c'est sûr. Mais c'était un réflexe, c'est un mauvais réflexe. Mais en tout cas, qu'il fasse preuve au moins d'humilité, on tolérera plus leurs erreurs. C'est clair. Absolument. Merci beaucoup Alexandre Corboz, rédacteur en chef du But Football Club. On retrouve le But Football Club d'ailleurs. Demain, on en parle dans les vrais voix du foot et également jeudi avec Lionel Rousseau et sa joyeuse équipe, Karim Zeribi, Michel Moulin et Tutti Quanti, et également tous les mardis soirs en notre compagnie. Allez, dans quelques instants, on va parler d'un sujet beaucoup plus lourd, la santé des joueurs en compagnie du docteur Roger Rua, médecin du sport, suite au gros moment de frayeur pour Eduardo Bové dimanche dernier lors de Fiorentina Inter. Sud Radio. Retour des vraies voix du foot avec Guy Carlier, Emmanuel Galasso, Maxime Senna. Et on parle d'un grand moment de frayeur qui a eu lieu dimanche au stade Artemio Franchi de Florence quand à la 17e minute, le Fiorentino Eduardo Bové, 22 ans, s'est effondré. Victime d'un malaise cardiaque, alors il va beaucoup mieux. Je cite le club, il a parlé à sa famille, à la direction du club, à l'entraîneur et à ses coéquipiers qui se sont tous précipités pour aller le voir dès qu'ils ont appris la bonne nouvelle. Nous sommes en compagnie du docteur Roger Rua, médecin du sport. Bonsoir docteur. Bonsoir. Bonsoir docteur. Comment expliquer ce type de malaise, docteur, les joueurs étant hyper suivis médicalement? Oui, alors ça, il faut bien préciser ça, c'est qu'à ce niveau de pratique et de jeu, la surveillance des joueurs est très importante. On fait des tas d'examens, on les suit, on essaye de leur inculquer aussi un petit peu d'hygiène de vie parce que ça compte beaucoup. On voit des exemples. Alors, ce genre de malaise parfois est imprévisible, donc on ne peut pas tout prévoir. Malheureusement, on peut approcher des 99%, mais jamais les 100%. En médecine, c'est toujours été le cas. Et donc, il y a des joueurs qui, malheureusement, passeront au travers des mailles du filet sur quelque chose qui n'est pas prévisible. Donc, mais l'issue heureuse, d'ailleurs, de ce malaise fait qu'on a probablement affaire à un malaise avec trouble du rythme et qui n'a pas entraîné donc, de lésions cardiaques ou autres, et qui, malheureusement, était imprévisible. Guy Carlier. Oui, je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire que c'est le pourcentage d'erreurs médicales habituelles. Enfin, je ne pense pas qu'il y ait d'anomalie dans le suivi des joueurs. À une époque, c'était évidemment beaucoup moins rigoureux. Maintenant, les joueurs sont suivis au jour le jour dans leur club. Au moment où il y a un transfert, on n'en parle même pas. Là, il y a une visite médicale très complète. Donc, ce que dit le docteur, c'est voilà, il se produit là le même pourcentage d'erreurs. Je vais vous donner un exemple. Ma femme est médecin, elle s'occupe du cancer du poumon. Un type qui était suivi pour arythmie cardiaque faisait une écho régulièrement et puis un scanner thoracique tous les 6 mois pour voir s'il n'y avait pas une dilatation du cœur liée à l'arythmie. Et tout allait bien, et ça depuis 2017. Sauf que depuis 2017, le gars avait un nodule, mais on ne cherchait pas ça. Il avait un nodule dans le poumon, et ce nodule a grandi,
dit. Et là, maintenant, c'est un truc métastatique, etc. Donc, ce que je veux dire, c'est que si vous cherchez pas précisément, voyez, vous pouvez passer à côté de quelque chose si vous n'êtes pas attentif, si vous ne cherchez pas vraiment là où il faut chercher. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça fait partie des erreurs de la médecine, quoi. C'est une réalité, ça, Roger Ruas, ce cas dramatique qu'explique Guy Carlier? Ah oui, malheureusement, oui, on en trouve souvent. Et j'ai même été personnellement touché par ce genre de choses, que j'ai eu un problème cardiaque qui avait été un petit peu passé inaperçu. Et donc j'ai été opéré il n'y a pas longtemps, en début d'année. Donc ça arrive, et c'est pas le pourcentage d'erreur, c'est pas une erreur, c'est un pourcentage de de brouillard qu'on ne peut pas dissiper parce qu'on n'a pas les moyens techniques, scientifiques ou même médicaux pour les résoudre. Il y a une part d'imprévisible dans la vie et donc dans la mort que la médecine ne peut pas malheureusement toujours prévenir. Guy Carlier, oui. Juste une question, docteur. Vous parlez d'arythmie, enfin de troubles du rythme. Est-ce que la pratique du foot ou du sport de haut niveau, comme ça, avec les entraînements, prédispose à ce genre d'incident plus que les gens dans la vie courante? Alors, il y a plusieurs façons d'avoir des troubles du rythme, mais chez le sportif, la plupart du temps, le cœur grossit avec l'entraînement. Donc, on a tous on connaît le gros cœur de sportif qui ralentit le rythme cardiaque. Et ça peut avoir une incidence sur l'excitabilité électrique du cœur. Et donc, de temps en temps, ça peut entraîner une hypertrophie du ventricule gauche qui devienne anormale et qui puisse provoquer des troubles du rythme qui sont imprévisibles à ce moment-là. Emmanuel Galasso. Oui, et quelque part, l'ironie dans tout ça, c'est que ça arrive à la Fiorentina, dans le championnat italien, qui est très, très concerné par ces questions sur la santé cardiaque des joueurs. La Fiorentina, d'ailleurs, en 2018, avait perdu Davide Astori, le défenseur historique. Donc on sait qu'il y a beaucoup de suivi. Mais il était mort dans son sommeil, lui. Il était pas mort pendant un match. Oui, mais c'était la même cause, quelque part, pas dans les mêmes conditions, évidemment. Eriksen, quand il arrive à l'Inter, avait beaucoup été suivi. Danso, le Lensois, avait été refusé à la visite médicale de la Roma pour les mêmes questions, en tout cas les mêmes doutes sur ces questions-là. Eriksen, c'est lui qui avait fait un malaise avec le Danemark lors du dernier Euro, enfin l'avant-dernier Euro, pardon. Donc en Italie, c'est un vrai sujet. Et d'ailleurs, là, aujourd'hui, pour l'avenir de Eduardo Bove, le joueur de la Fiorentina, c'est pas clair du tout parce qu'il est vraiment dans le championnat où clairement la Fiorentina et la Ligue italienne veut prendre aucun risque. Donc, avant de mettre une continuité, de donner une continuité à sa carrière, ils prendront toutes les précautions. Et j'ai une question pour vous, docteur. On parle évidemment aujourd'hui de l'encadrement et c'est très bien qui s'est développé aux côtés des joueurs pour tout ce qui est alimentation, enfin voilà, pour le suivi global de la santé. Est-ce qu'on éduque suffisamment les joueurs à écouter leur corps, et est-ce que quelques secondes, quelques minutes avant, il y avait peut-être des premiers indices dans le ressenti? Est-ce qu'on peut anticiper ce genre de choses ou pas? Et si oui, est-ce qu'on fait assez de pédagogie auprès des joueurs sur ces questions-là? Alors, je pense qu'on ne fait jamais assez de pédagogie sur les joueurs. Alors, pour les joueurs de haut niveau, c'est assez difficile parce que ils ont un ressenti qui est particulier par rapport. Nous, ce qu'on essaye de faire, moi, je suis dans l'encadrement national des équipes de basket. Ce qu'on essaye de faire, c'est surtout chez les équipes de jeunes, quand on a les équipes de jeunes France. À partir des U15, U16, U17, on essaye de leur donner des éléments d'hygiène de vie, de prévention, qui peuvent être utiles. Mais pour des joueurs professionnels, parfois c'est assez compliqué pour le médecin de donner des conseils, entre guillemets. Ils sont parfois mal suivis, et puis on sait très bien qu'il y a une fuite parfois de l'hygiène de vie. Je ne parlerai pas de certains joueurs connus du Paris Saint-Germain. Voilà. Mais ça, on a du mal parce qu'en plus, ils ont des fortes personnalités, ces joueurs, ce qui est normal. Hein. Mais on essaye au maximum de leur donner ces éléments-là. Et dans le cas des troubles du rythme, malheureusement, on ne peut pas toujours les prévoir. D'accord. Guy Carlier. Docteur, on sait très bien que sur la santé, la santé des sportifs de haut niveau, on connaît les ravages
qu'ont exercé les problèmes de dopage dans le cyclisme, tous ces types qui meurent à 50 ans d'un cancer, à la Anquetil, etc. Le fait, c'est pas du tout un procès d'intention, mais est-ce que vous pensez qu'il y ait quand même statistiquement plus de cas dans le calcio ne seraient pas liés à des problèmes de prise de substances illicites ou dangereuses? Alors c'est effectivement très difficile d'affirmer des choses. Enfin bon, ce qu'on sait, nous, on sait que par exemple la prise de créatine en Italie est facile et même parfois stimulante pour certains. Et donc nous, par exemple en France, on est plus ou moins quand même opposé à la prise de créatine, qui est un dopant, mais un dopant avec des risques justement cardiovasculaires. Qui est interdit aujourd'hui en Italie, hein. D'accord, docteur. Aujourd'hui, la créatine. C'était dans les années 90 où c'était populaire, mais ça a été interdit depuis. Oui, et c'est grâce à ça justement qu'on peut aujourd'hui imposer un peu plus ailleurs cette prévention sur la créatine, parce que elle est encore malheureusement souvent présente par exemple dans les salles de sport de musculation. Avec les protéines, on prend beaucoup de choses, et parfois dans les produits qui sont dits protéiniques, il existe des dérivés créatine qui ne sont pas marqués sur l'étiquette, qui sont nombreux. Donc bon, mais l'Italie a été assez précoce dans le domaine des dopages et aussi dans le domaine de la prévention. On s'est beaucoup inspiré de ce que faisaient les Italiens pour faire de la prévention cardiovasculaire en France aussi. Donc les études italiennes sont parfaitement scientifiquement valables et elles sont utilisées dans le monde entier. Docteur Roger Rua, on repense à deux histoires, les morts dramatiques à quelques mois d'écart de Fer, l'attaquant de l'équipe de Hongrie et du Benfica Lisbonne, qui était mort sur la pelouse avec Benfica, ou Marc-Vivien Foé, mort au stade Gerland lors d'un match de Coupe des Confédérations entre le Cameroun et la Colombie. Ils avaient tous les deux une cardiomyopathie hypertrophique. Comment expliquer qu'une telle maladie, alors déjà en quoi est-ce qu'elle consiste, n'ait pas été détectée par les médecins de l'équipe du Cameroun, de Lyon, de Benfica, de l'équipe de Hongrie, etc. Alors c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est l'hypertrophie du myocarde, c'est-à-dire de l'épaisseur de la paroi du cœur et notamment du ventricule gauche, et c'est ce qu'on suit particulièrement en faisant des échographies cardiaques. Oui. On essaye de les suivre, mais il peut y avoir une augmentation de la taille de la paroi et puis de sa solidité qui se fasse entre deux séances d'échocardiographie, et donc à ce moment-là ça devient imprévisible, et là dans ces deux cas c'est ce qui s'est passé. Il y a eu une rupture totale des parois. Il y a une question que je me suis toujours posée. Quand Nwankwo Kanu, le joueur nigérian qui avait signé à l'Inter, qui avait joué auparavant à Arsenal et à l'Ajax, deux très grands clubs, nul ne peut dire le contraire, tout s'était bien passé à l'Ajax, tout s'était bien passé à Arsenal, il arrive à l'Inter, visite médicale, ils disent, contre-visite je crois en plus, niet, il faut l'opérer à cœur ouvert, il n'a pas pu jouer pendant des mois. Comment est-ce que des médecins aussi pointus que l'équipe du Nigeria, Arsenal, l'Ajax, n'aient pas pu voir une chose que ceux de l'Inter ont vue? Alors, bon, on va sans entrer dans les précisions des différentes écoles, entre guillemets, en médecine, il y a effectivement des groupes de médecins qui pensent que certains examens doivent être inhibants pour la pratique, et d'autres pensent que non. On a eu le cas, nous, en basket, avec des joueurs américains qui étaient, pour les Américains, pour l'association américaine de médecine du sport, qui était valable pour jouer, et nous, on les a considérés comme non valables. Et inversement aussi. Donc, il y a un pourcentage d'interprétation dans ces examens qui fait que on est sur une ligne, et que parfois c'est difficile de dire à un joueur, bon, on est sûr que ces examens sont dangereux pour ta santé. Et quand il y a un autre médecin qui dit on n'est pas tellement sûr. Alors le joueur, lui, entre les deux, parfois il préfère croire celui qui dit. Bah oui, bien sûr. Tu peux jouer. Voilà. Il nous reste une minute, docteur. Le 14 avril dernier, l'international ivoirien de l'AS Rome, toujours en Italie, Evan Ndika, 25 ans, avait été victime d'un malaise lors d'un match. C'était un dysfonctionnement du poumon gauche, aucun problème cardiaque. Quels sont les organes, outre le cœur, qui sont les plus surveillés?
Alors c'est vrai que essentiellement on surveille le système cardiovasculaire parce que c'est le premier à donner des arrêts brutaux, enfin des problèmes brutaux. Alors les problèmes pulmonaires, on peut avoir un pneumothorax spontané qui entraîne ce genre de conséquences et ça malheureusement c'est assez imprévisible. Hein. Mais c'est surtout le cardiovasculaire parce que là on est sur la ligne de la mort subite quand même. Oui. Alors que les autres pathologies peuvent être anticipées et sont moins mortelles. Merci beaucoup, docteur Roger Rua, médecin du sport, de nous avoir éclairé sur cette histoire. On souhaite bien évidemment un prompt rétablissement à Eduardo Bové. On espère qu'il pourra rechausser les crampons en professionnel. Et à vous aussi, docteur, qui a l'air d'être en pleine forme d'ailleurs. Hein. Merci beaucoup, Guy Carlier. Merci beaucoup, Emmanuel Galasso. Merci beaucoup, Maxime Sénat. Merci beaucoup à toute l'équipe des Vraies Voix du foot. Et tout de suite, vous allez retrouver notre ami Jacques Pessis dans Les Clés d'une vie, qui reçoit quelqu'un qu'on aime beaucoup, Albert Algou. Allez, à demain, 17h, dans Les Vraies Voix avec Cécile de Ménibus sur Sud Radio.